Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit fiscal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation de confiance et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Dauphine Cambournac, déléguée aux affaires fiscales et financières chez Syntec Numérique. Bonjour Anne-Dauphine. Bonjour Laura Jane. Et Maître Alain Recoul, avocat associé du cabinet Arsène Taxan. Bonjour Maître Recoul. Bonjour Laura Jane. Alors la première question qu'on se pose, c'est évidemment, qu'est-ce que la relation de confiance ? La relation de confiance, c'est un protocole de coopération entre l'administration et les entreprises pour la revue contradictoire de la situation fiscale d'une entreprise. Donc, c'est un contrat entre l'administration et l'entreprise qui se fait dans un climat de confiance et d'échange pour vérifier que l'entreprise remplisse sa déclaration fiscale correctement. Donc, c'est un contrôle qui est a priori et non plus a posteriori comme dans les cas de contrôles fiscaux et qui permet un échange, une relation plus équilibrée, un vrai dialogue entre les services fiscaux et l'entreprise. Alors, quels sont les avantages pour l'entreprise et pour l'administration fiscale ? La sécurité juridique est de plus en plus perçue par les entreprises comme un élément majeur de compétitivité. Alors des roadshows, des résultats semestriels ou annuels, le fait d'avoir zéro surprise au plan fiscal est très apprécié. Donc, connaître la position de l'administration sur un sujet technique important, prévenir le contentieux, éviter des pénalités, est un élément qui est très apprécié. L'attente des entreprises est donc la sécurité au maximum. Mais alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que l'entreprise va jouer le jeu ? Est-ce qu'il y a des garanties pour l'administration ? Du fait même que la relation de confiance soit un contrat, les entreprises s'y engagent librement. Elles y vont parce qu'elles veulent avoir une bonne gouvernance, elles y vont en connaissance de cause et elles ont des engagements à tenir, de même que l'administration. Donc leur objectif, c'est quand même de faire en sorte que tout se passe bien. Ensuite, de même, on pourrait se poser la question, est-ce que l'administration va jouer le jeu ? C'est tout l'objectif. Alors, ce nouveau type de contrôle fiscal, justement, est-ce qu'il ne risque pas d'augmenter le nombre de fraudes ? Alors, il y aurait peu d'intérêt pour une entreprise à s'engager dans une relation de confiance, de transparence, de coopération, si jamais elle était dans une situation inquiétante, on va dire. Après, il ne faut pas oublier que la plupart des contribuables sont de bonne foi, que leur désir d'optimisation, qui est légal et ne pas confondre avec la fraude fiscale, est tout à fait légitime et qu'elles ont absolument le droit d'utiliser certains schémas pour améliorer leur situation. Et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette relation de confiance ? Quel est le process finalement mis en place par l'administration fiscale et l'entreprise ? On a un protocole de coopération qui est établi en vue d'une revue contradictoire de la situation fiscale de l'entreprise. L'objectif est d'appliquer des principes de transparence, de célérité dans un esprit de relation de confiance mutuelle. Dans les engagements des entreprises, un des engagements les plus importants, peut-être celui qui pose des difficultés, est celui d'évoquer auprès de l'administration tout sujet fiscal portant sur l'application d'un dispositif fiscal ayant fait l'objet d'une consultation externe. En d'autres termes, lorsqu'il y a eu un doute sur un dispositif fiscal et consultation, on doit partager ce doute auprès de l'administration. C'est un des engagements de ce processus mis en place. Et qu'est-ce qu'on appelle la revue fiscale ? Le terme est un peu barbare, il faut imaginer que c'est d'abord une méthode de travail entre l'administration et l'entreprise. Donc il faut définir premièrement le groupe adhérent. Un groupe, c'est un siège, des filiales, donc quel est le périmètre de cette revue fiscale. Donc ce périmètre est choisi par l'entreprise qui décide d'appliquer ce processus dans un périmètre qu'elle va définir. Ensuite, on sécurise les gens qui vont participer à ce processus qui doit être limité dans le temps. Donc il faut une équipe spécialisée côté administration, il faut une équipe spécialisée côté entreprise pour que ce processus fonctionne. On définit par la signature assez formelle de ces engagements réciproques et on lance le sujet de la revue. Alors, par revue fiscale, il ne faut pas imaginer qu'on va à la chasse à des sujets non connus. En réalité, quand un groupe lance ce processus, c'est qu'il a envie, pour un certain nombre de raisons, de parler de sujets prédéfinis. Et donc les types de sujets étudiés seront pré-analysés et présentés à l'administration, sachant que, bien évidemment, le principe de transparence, c'est de ne pas limiter à quelques sujets, mais à l'ensemble des sujets. Alors, quelles sont ces raisons ? Pourquoi est-ce qu'un groupe irait de lui-même se présenter à l'administration fiscale ? La sécurité juridique sur des schémas compliqués, le besoin aussi de transparence qui apparaît dans la communication externe de l'entreprise. Ce sujet n'est pas un sujet uniquement de fiscalité et d'experts fiscaux, c'est un sujet comportemental
quel est le niveau de transparence de l'entreprise par rapport à l'administration. Comme le disait tout à fait Anne-Dauphine, les entreprises n'ont pas, en règle générale, beaucoup de choses à cacher. Elles peuvent avoir des doutes sur des complexités de législation, mais elles sont citoyennes et elles respectent les obligations fiscales des différents États. Donc, rentrer dans ce processus, c'est aussi montrer un devoir citoyen vis-à-vis des autorités. Et quand on parle des autorités, il faut bien imaginer que chaque entreprise doit gérer non pas une autorité, l'autorité fiscale française, mais un ensemble d'autorités. Et donc ce processus de transparence existe déjà ailleurs. Et alors, quels sont les différents cas de figure concernant la revue fiscale ? C'est un peu comme le mariage ou les fiançailles, ça se passe bien, ça se passe mal. Alors peut-être un petit point de préalable, nous sommes dans une période probatoire, ce qui veut dire que les entreprises qui rentrent dans ce processus ont la capacité de se retirer de ce processus à tout moment sans motif, ainsi que l'administration d'ailleurs. Bon. Alors quels sont les différents cas de figure de la revue fiscale ? L'entreprise et l'administration sont finalement d'accord sur tout le dispositif fiscal et sur certaines questions spécifiques qui ont été traitées par l'entreprise. Parfait. Donc on ne change rien et on rajoute une sécurité fiscale. On sait qu'il n'y aura pas de remise en cause dans le cas d'un contrôle. Deuxième situation, l'administration et l'entreprise ne sont pas d'accord. Là, c'est un peu compliqué parce que dans ce protocole d'échange, on renonce à faire du contentieux. Donc si on n'est pas d'accord, quel est le processus de règlement d'une absence d'accord? Alors, il y a un processus qui est prévu. On peut demander une deuxième revue par d'autres personnes. Et si ce deuxième revue aboutit toujours à un désaccord, puisqu'on s'est engagé à ne pas faire de contentieux, on peut avoir un contrôle fiscal avec un redressement fiscal, mais sans pénalité, à l'exception des intérêts de retard. Donc, par rapport à une situation de contrôle fiscal classique, on gagne le fait que seuls les intérêts de retard sont appliqués et non pas les pénalités dans le cas d'un débat. Et troisième cas, tout le monde est d'accord et on corrige les éléments de déclaration et cela fonctionne bien. Le quatrième, je viens de l'évoquer, c'est celui où on se retire du protocole avant la fin pour éviter un cas de désaccord. Très franchement, je pense que le cas du désaccord avec une deuxième revue, tout le monde a essayé de se retrouver dans une situation différente de ce cas-là. Et notamment sur les premières entreprises, l'administration va tout faire pour éviter qu'il y ait un désaccord. Sinon, ce processus ne fonctionnera pas pour le futur. Il faut montrer qu'on peut arriver à un accord, que l'entreprise et l'administration trouvent un terrain d'entente. Alors, comment se positionne le mécanisme français par rapport aux autres systèmes, au système des autres États? Alors, on est à la fois un petit peu en retard et en même temps dans la grande tendance de tous les États. Derrière cette recherche de relations de confiance, il faut peut-être parler d'une première tendance. Et les deux tendances sont totalement liées. La première tendance au niveau européen ou non européen, c'est très clairement une recherche de relations plus fluides entre les entreprises et l'administration. Et ça, cela a commencé en 2006. Cela a commencé par une déclaration de Séoul dans le cadre d'un forum des administrations fiscales, où les administrations se rencontrent, parlent et s'organisent, et essaient de travailler ensemble. Donc c'est un organisme parallèle à l'OCDE. Et en 2006, les administrations ont dit « nous voudrions avoir une relation apaisée avec les entreprises ». Alors pas l'administration française, toutes les administrations de ce forum. Et à compter de 2006, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été lancées, et c'est essentiellement les Néerlandais, les Anglais, les Néerlandais, les Anglais. En Europe, nous avons les Japonais, nous avons la Corée du Sud qui ont lancé ça. Il faut bien voir que c'est un processus, comme nous l'avons décrit, c'est un processus avec un protocole signé. Derrière ce processus, il y a une relation, il y a un état d'esprit. En Angleterre, les relations entre l'administration et les entreprises ont toujours été apaisées. Le fait de parler des options fiscales, c'est quelque chose qui est culturellement très fort. Nous, notre difficulté, c'est de faire vivre cette nouvelle relation de confiance dans un schéma français qui est un schéma qui est un peu plus différent des autres pays, on va dire, de common law, où les choses sont moins fixes, où les choses sont plus fluides naturellement. Donc il faut qu'on arrive à rentrer dans ce processus, alors que notre droit fiscal est un droit qui ne fonctionne pas exactement comme ça. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Face au droit.